2023, c'est le temps de faire des résolutions. Est-ce que vous allez les tenir cette année? Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce Quad 9 du mois de janvier 2023. Alors oui, 2023, ça passe vite, c'est incroyable comment que le temps passe vite. Et je voulais prendre également l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Bon, ça fait drôle rendu au mois de février, mais je veux m'assurer que le message se passe. J'espère que 2023 sera une belle année ludique pour vous, mais également pour les gens qui vous entourent, parce que c'est le but, hein, c'est ce qu'on veut. On veut répandre notre bonheur avec notre hobby, qu'il y ait le plus de gens qui découvrent ça, et c'est la raison pour laquelle on vous parle d'une tonne de jeux. Et là, je commence immédiatement l'année en tant que telle, hein, bon, encore une fois, mais avec un petit peu de retard, avec les résolutions ludiques. Premièrement, je ne sais pas pour vous, moi j'en ai fait quelques-unes dans le passé. Il y en a que j'ai respecté, il y en a que j'ai pas réussi, et je trouve que c'est un exercice souvent amusant. Un peu comme les challenges, donc on voit sur différentes applications, les gens qui vont faire un challenge 10 par 10, donc ça c'est de choisir 10 jeux et de jouer au moins 10 fois à chacun. D'autres vont avoir des magnifiques petits tableaux pour essayer de calculer le nombre de parties qu'ils vont faire, et je trouve ça toujours très agréable de voir les résolutions ludiques. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelles sont vos résolutions ludiques, écrivez-le dans les commentaires. Donc moi, il y a une année que j'avais fait sur la chaîne, je trouve ça le fun de partager justement cette expérience avec vous. J'avais sorti vider ma pile de la honte à un moment donné. À ce moment-là, j'avais 42 jeux dans ma pile de la honte. Pendant l'année, j'avais mis les bouchées doubles, j'en avais joué beaucoup plus que ceux-là aussi, mais j'avais réussi à faire cette liste-là. Une autre année, je m'étais décidé justement, je m'étais fixé sur le chiffre 42, hein, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, mais je m'étais dit, hey, pourquoi pas essayer de sélectionner 42 jeux que je vais jouer, et je vous avais donné la liste sur la chaîne. Ça n'avait pas été un succès totalement. Donc là, je me demandais quoi faire comme résolution ludique. J'avais un peu moins d'inspiration. C'est là qu'il m'est venu l'idée de vous parler de certains jeux et d'un type de jeu en particulier. On a tous nos favoris. C'est certain, tout le monde a ses jeux favoris. Moi d'ailleurs, sur la chaîne, j'ai fait un top 100 où j'ai énuméré mes jeux. Je suis d'ailleurs en train de retravailler sur ce top 100-là pour voir comment il a changé également. C'est un processus que je vais faire tout au courant de l'année, je crois. Mais il y a une chose qu'on ne fait pas souvent, du moins nous, à vous présenter plein de jeux. C'est rare qu'on revisite les jeux plusieurs fois. Et là, je me suis dit, ma résolution de 2023, je vais la faire relativement facile, mais je dois jouer à tous les jeux de mon top 15. Et si le top 15 va bien, peut-être bien que je vais étendre ça à 20 ou 25, je vais voir un peu, je vais me réajuster. Mais je m'étais mis comme but vraiment de viser mon top 15. Alors j'ai revisité ma liste lorsque j'ai fait la vidéo de mon top, et j'ai sorti mes 15 jeux favoris de tous les temps. 15 jeux que ça faisait plutôt longtemps que j'avais joué. Il y en a certains que mes dernières parties remontent à quelques années déjà. Donc c'est pas nécessairement loin des yeux, loin du cœur, mais ça fait du bien des fois de revisiter ces jeux-là et savoir est-ce que notre feeling à ce moment-là était bon. Donc je commence immédiatement ma vidéo avant de vous parler de ces jeux-là que j'ai joués, de mes petites statistiques ludiques personnelles. Donc j'aime bien ça, calculer mes parties avec Board Game Stats, et au courant du mois de janvier, j'ai joué 32 parties de 26 jeux différents. Donc, beaucoup de variétés, comme je vous disais, qu'on revient rarement au même jeu. Et là-dedans, il y en a seulement 6 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, un nombre de nouveaux jeux pour moi un peu moins élevé, parce que justement, j'ai mis les bouchées doubles pour essayer de jouer à mes jeux favoris de tous les temps. D'ailleurs, je commence immédiatement à vous parler de quelques-uns de ces jeux-là. D'ailleurs, je tiens à souligner, merci Guillaume d'être mon partenaire à travers ça. Guillaume avait plein de jeux dans mon top 15 qui n'avaient pas nécessairement joué encore, et on profite de l'occasion justement pour que je puisse lui montrer des bons jeux, mais en même temps que je puisse les rejouer. Donc, je commence avec un jeu qui était très élevé. Là, je ne dirais pas nécessairement les positions, je ne me rappelle pas nécessairement par cœur, mais Le Havre fait partie des jeux qui sont dans mon top 5. Le Havre est, à mon avis, le meilleur jeu de Uwe Rosenberg, un jeu de gestion de ressources, bien sûr, placement d'ouvriers, bien sûr, mais c'est tellement bien pensé. Alors que beaucoup de gens ont probablement Agricola ou Caverna comme favori. Moi, j'avoue que Le Havre est celui qui me plaît le plus parce que c'est un placement d'ouvrier, mais on a un seul ouvrier. Donc, à notre tour, on a un choix très facile. On prend toutes les ressources d'un petit dépôt, donc il y a des ressources qui s'accumulent à chaque tour, ou encore, on déplace notre ouvrier pour aller faire une action.
Ce qui semble des décisions très faciles en début de partie, il y a une espèce de rampe qui se fait, un effet de boule de neige, du fait que plus ça va et plus les décisions ont de plus grandes implications et ça fait en sorte qu'on a un jeu tellement croustillant. On doit préparer à long terme de stratégie, essayer d'évaluer nos besoins futurs, de bien gérer ça et ça fait une espèce de sentiment du fait qu'au départ, nos actions sont tellement insignifiantes et à la fin de la partie, on pense vraiment à nos actions en se disant OK. Seul bémol de ce jeu-là, premièrement, je vous conseille la version, il y a une version courte, une version longue. Je vous conseille vraiment la version longue, mais c'est pas le genre de jeu que je jouerais avec 4 joueurs. Même 3 joueurs, c'est un peu long. J'ai trouvé qu'à 2 joueurs, j'avais un bon feeling. On peut jouer plus souvent, nos besoins de nourriture sont plus élevés également, mais on a un peu plus de contrôle sur notre partie et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Est-ce que ce jeu-là mérite de rester dans mon top? C'est certain. Écoute, un de mes jeux de ce type-là favoris, c'est certain que c'est un jeu qui va rester dans mon top 10. À quelle hauteur, encore une fois, il y a plein de nouveaux jeux qui sortent des fois. Il y a des jeux qui sont plus forts aussi, mais Le Havre, une espèce de classique indémodable. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce jeu-là, c'est que même ça faisait vraiment plusieurs mois que j'avais pas joué. C'est très rapide de se remettre dedans. Je pense que ma partie, là, ça revient vite et c'est vraiment un excellent jeu que je conseille d'ailleurs. Je sais que c'est un peu plus vieux, un look un peu... c'est Clément France qui a fait cette couverture-là, moi que je trouve qui est comme associé au héros de Rosenberg. Mais Le Havre, vraiment un beau jeu à découvrir. Un autre jeu qui, celui-là, était, en tout cas, sont tous dans mon top 10, fait partie de ma résolution, tiens, c'est le jeu Russian Railroads. Alors, Russian Railroads a eu la joie d'avoir une réédition en fin 2021, je crois, qui s'appelle Ultimate Railroads. Donc, Ultimate, la version Ultimate contient à l'intérieur les 2 extensions qui étaient déjà sur le marché, German Railroads et American Railroads, mais il rajoute en plus une mini-extension de l'Asie. Pour ma part, j'ai pas été chercher la nouvelle version parce que j'avais déjà l'ancienne avec les 2 extensions que j'ai même pas joué encore parce que le jeu de base est tellement bon. Alors, il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers purs. Pas de flafla. On est habitué récemment à dire « Ah, ce jeu-là fait du deck building, du placement d'ouvriers, du contrôle de terrain. » Non, ici, c'est du placement d'ouvriers pur, 0 facteur chance. Ils veulent nous faire croire un thème de train. Non, c'est une machine à points qu'on va faire. Et ce que j'aime de ce jeu-là, un peu comme Le Havre, il y a une espèce de balancement qui se fait qu'au départ, on fait quelques points et plus les rounds avancent et plus on fait beaucoup de points. Et là, on voit un pattern, même en vous en parlant, moi-même, je me rends compte que c'est un feeling que j'aime beaucoup avoir dans le jeu, de commencer avec des décisions qui sont minime et de finir avec une espèce de gros concept. Donc, vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Plusieurs façons de faire des points. On ne pourra pas tout faire, mais c'est vraiment un super jeu. Dans le plus petit, celui-là, j'ai ressorti Race for the Galaxy. Tom Lehman a designé ce jeu-là. Il y a eu plein de versions différentes. Roll for the Galaxy, New Frontier, Jump Drive même, qui est un petit filler basé un peu sur ce jeu-là. Donc, c'est un univers que le designer a tourné autour, mais Race reste le meilleur de la gang. L'original, c'est un jeu de cartes, un tableau builder comme je les aime. Il n'y a pas beaucoup de matériel haute, c'est vraiment, on doit se fabriquer une machine à faire des points, on doit se fabriquer un bon engine, la partie prend fin quand on a un certain nombre de cartes et ça finit très rapidement, ça fait en sorte que des fois, il faut réussir à monter son moteur avec qu'est-ce qu'on a, on pourra pas toujours avoir le meilleur des scénarios. C'est tellement un bon jeu que je préfère à jouer à 2 joueurs parce que lorsqu'on joue à plusieurs, chaque joueur va sélectionner une action en secret, on va la révéler, on va seulement activer les actions des joueurs qui ont été choisis. Tandis qu'à 2 joueurs, chaque joueur choisit 2 cartes. Donc, on a beaucoup plus de contrôle. L'effet de bluff, d'essayer de gager qu'est-ce que l'adversaire va faire est tellement présent parce que si j'ai besoin de produire, mais j'aurais voulu faire d'autres choses, mais je sais que l'adversaire, lui, a vraiment besoin de le faire, mais il va peut-être choisir la carte. Donc, je vais faire ma production sans le bonus, mais ça se pourrait que l'adversaire se dise la même chose. Ça fait en sorte que les parties sont tellement géniales. Donc, Race for the Galaxy, tellement un bon jeu et étonnamment rapide parce que quand on a bien compris le concept, ça va tellement vite les parties. Je continue avec un jeu qui, lui, est tout le contraire de rapide, c'est Space Corp, et celui-là, je l'ai ressorti en solo. Space Corp est un jeu de la compagnie GMT Games, qui est reconnu pour ses jeux de scénario, de guerre, donc des jeux qui sont souvent très imposants, des gros thèmes historiques présents, et c'est souvent associé avec des jeux qui sont très longs. Donc, Space Corp est une espèce d'introduction à la compagnie de GMT, parce que pour les puristes, ils vont trouver que Space Corp n'a pas vraiment
je dirais pas sa place là, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup plus léger que les autres. Donc, ça reste beaucoup de chartes, beaucoup de choses à gérer, mais essentiellement, le jeu n'est pas compliqué. Ce qui va rendre intéressant, c'est que dans Space Corp, on va avoir 3 époques à faire et on peut faire une partie avec seulement une époque ou les 2 premières, mais toute la saveur du jeu vient dans la 3e époque parce que notre plateau va changer au complet parce que un coup qu'on va être rendu aux confins de notre système solaire, on va retourner le plateau de jeu et là, il va y avoir 2 autres plateaux différents. On a une espèce de sauvegarde qu'on peut faire aussi qui fait en sorte que le jeu est tellement bien pensé parce qu'on peut faire une époque et après ça le mettre de côté et le ressortir facilement. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est la simplicité de pouvoir utiliser les automas. Qu'on a pris les chartes, qu'on a compris les chartes parce que on vire une carte et là on va appliquer un résultat en bas et selon ça va placer, déplacer des choses, faire des découvertes, mais c'est tellement bien pensé. Les chartes sur les petites feuilles d'aide sont vraiment nécessaires, mais ça va vraiment aider le flow du jeu et du fait qu'après quelques tours, on comprend un peu plus et on a moins besoin de se retourner au livre de règles. Une autre chose que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est vraiment un jeu d'exploration spatiale. Il n'y aura pas de combat, il faut vraiment établir des colonies spatiales un peu partout, se promener. Donc, un gros aspect d'exploration, de fabrication, on va construire des choses. Donc, c'est vraiment un jeu que j'adore. Ceci dit, je n'ai jamais joué autrement qu'en solo. Je suis d'ailleurs supposé peut-être bien de jouer avec mon ami Guillaume, mais c'est un jeu qui m'intimide un peu plus à jouer à multiplayer parce que en solo, ça me dérange pas que ça prenne plus de temps, que je fouille dans le livre de règles, que je regarde mes chartes, des choses comme ça. À 2 joueurs, j'ai hâte de voir si mon explication du jeu va être à la hauteur. Un autre jeu, et ça c'est le dernier, parce que comme je vous dis, j'ai commencé en force, il reste à voir qu'est-ce que le reste de l'année va me dire. Un autre jeu que j'ai joué, celui-là, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, c'est Warhammer. Ben oui, Sylvain qui vous parle encore, là, ces petits bonhommes qui font piou-piou. Et oui, j'ai rejoué une partie de Warhammer, la 9e édition. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas joué au vrai 40K, j'avais joué à Kill Team, j'avais joué à Warcry aussi, Age of Sigmar, mais 40K, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc dans l'univers futuriste. J'ai vraiment aimé la partie. Ça fait une grosse partie quand même. Ça faisait longtemps que j'avais joué. Beaucoup de règles. Je pense que c'est un des concepts qui est un peu plus difficile d'approche. C'est le nombre de règles possibles. On oublie plein de pouvoirs qu'on peut avoir. On se concentre sur quelques petites choses, mais chaque partie sont toujours tellement le fun. Donc, on peut choisir, on peut moduler, on peut jouer des grosses parties, des plus petites. On a vraiment beaucoup de contrôle sur ce qu'on va faire. Et c'est vraiment l'aspect que le jeu, je le trouve très intéressant. Oui, ça reste beaucoup de brassage de dés, des déplacements, des choses comme ça, mais le petit côté tactique me plaît énormément. Warhammer, hein, que ça reste dans mon top 3 de mes jeux préférés de tous les temps. Et là, bien entendu, je triche en englobant un peu le système Warhammer avec toutes les versions différentes parce que je pourrais probablement faire un top 10 juste des jeux de Warhammer. Mais ça, c'est ma liste de jeux qui figurait dans mon top 15. Maintenant, je continue avec des jeux qui sont nouveaux pour moi ce mois-ci. J'avais reçu déjà il y a plusieurs mois ma copie de Creatures Comfort, un petit jeu sur Kickstarter de la compagnie Kids Board Game qui fait des super bons jeux. Elle fait Fossilis que j'avais bien aimé. Et là, lorsque j'ai vu Creature Comfort, j'avais backé le projet sur Kickstarter. D'ailleurs, une version française. Je me suis dit que ça allait être un jeu super pour jouer avec les enfants. Un beau design, une présentation visuelle vraiment géniale. Une espèce de placement d'ouvrier où on se pile pas trop ses pieds. On doit collecter des ressources, réussir à construire des choses, faire. Donc, un jeu très positif. J'ai joué en solo et j'ai joué à 2 joueurs avec ma fille. Je pense que le jeu est un petit peu long. Il existe une version courte, et contrairement à Le Havre, où je vous disais d'oublier la version courte, ici, je pense que le jeu brille vraiment plus avec une version courte. Et je pense pas que c'est le genre de jeu que je vais sortir avec une grosse gang de gamers. OK, on sort Creature Comfort pour notre... Tu sais, c'est pas un gros jeu, c'est un jeu très familial, très léger, mais quand même plus complexe qu'un petit jeu trop facile. Je pense qu'il y a comme un créneau un peu difficile parce que la beauté du jeu est tellement incroyable. Les petits inserts qu'il y a, les ressources qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment super. Une tellement belle présentation. Ma fille l'a trouvé un peu long par contre. Mais c'est vrai que, bon, elle aime pas non plus les jeux qui sont trop longs. Donc c'est certain que c'est de trouver le bon size. J'ai trouvé qu'en solo, il manquait un petit punch aussi. Je pense que ce jeu-là se trouve dans un endroit difficile pour moi parce que c'est un jeu que j'aime, c'est un jeu que je me dis qui est parfait pour la famille, mais encore là, combien de fois je vais pouvoir le sortir? Est-ce qu'il va rester dans ma collection? Je ne le sais pas trop. Il y a Maple Valley qui était sorti sur Kickstarter que j'avais choisi de pas backer justement à cause de Creature Comfort. Donc ça reste un beau jeu. Je pense que s'il y a des gens qui ont des familles, des jeunes qui vont jouer, qui décrochent pas trop rapidement, ça pourrait être un bon choix quand même. Je continue avec un autre jeu et là on tombe dans une petite série de jeux avec un thème qui me plaît beaucoup. Le thème des parcs d'attractions a un petit quelque chose. Je pense que c'est à cause
des jeux Tycoon, le Roller Coaster Tycoon qu'il y avait dans le temps, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça, fabriquer mon parc d'attractions. Il y a beaucoup de jeux de société qui vont utiliser ce thème-là. Certains bien, certains un peu moins bien. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est Ten Penny Parks. Ten Penny Parks, c'est un jeu de placement de tuiles avec une espèce d'aspect de placement d'ouvriers. Donc, on va placer des choses pour aller chercher des cartes. Et ce que j'aime, c'est que chacune des cartes va nous donner des informations et on va aller chercher une tuile qu'on va placer sur notre terrain. La twist, c'est que lorsqu'on va placer nos tuiles, il faut pas qu'ils touchent, donc il faut pas qu'ils se touchent. Ça fait en sorte que ça devient un peu plus difficile comme puzzle parce que c'est beaucoup plus espacé alors qu'on est habitué souvent à se faire un petit Tetris bien serré. Là, il faut réussir à placer les choses, enlever les arbres. Le jeu a une belle présentation avec une espèce de tente qui a une utilité parce qu'à chaque tour, on va tourner, c'est une espèce de roue imbriquée dans le plateau de jeu et ça va varier justement les différents endroits par rapport aux valeurs que ça va coûter pour aller. Au final, je trouve que Ten Penny Parks est un bon jeu, probablement un jeu un peu oubliable. Et ce qui est difficile parce que, écoutez, il y a eu Meeple Land qui est sorti il y a quelques temps aussi, que j'avais bien aimé, mais qui au final, justement, s'était perdu un peu dans le loop. Est-ce que Ten Penny Parks se démarque assez dans les jeux de placement de tuiles pour qu'on rivalise avec un jeu comme Cascadia ou même Baron Park, que moi j'apprécie énormément? Je ne sais pas, mais ça reste quand même un bon jeu. Le prochain jeu, ça trouve être le jeu Funfair, qui est un jeu que je devrais vous présenter sur la chaîne au courant du mois. Funfair est la version light du jeu Unfair fait par le même designer et on remarque vraiment la même touche visuelle parce que la plupart des illustrations sont relativement similaires ou viennent de ce jeu-là. Alors que Unfair était un jeu on allait construire un parc d'attractions, mais on allait également vraiment beaucoup mettre des bâtons dans les roues des adversaires. Donc un jeu très punitif qui faisait en sorte que la partie était longue pour, à mon avis, c'était pas l'idéal. Les parties étaient très très longues parce qu'on passait constamment le temps à se mettre des bâtons dans les roues. Donc ils ont décidé de faire la version Funfair, qui est une version qui, certains vont se plaindre, beaucoup moins interactive. Mais pour ma part, j'ai vraiment aimé ça parce que là, on a le feeling de construire un tableau building, de construire notre parc dans une durée qui est très très raisonnable. Donc c'est certain, il manque un peu la variété que Unfair pouvait nous proposer parce que là, on a un setup fixe dans le jeu. Mais c'est toujours ça, hein? C'est toujours une question de la rejouabilité contre l'accessibilité. Donc là, on a un jeu qui est beaucoup plus accessible, beaucoup moins punitif, beaucoup moins long, qui reste sur les interactions positives. Un jeu que j'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai hâte de vous en parler plus en détail et de faire un comparatif un peu plus étoffé. Je continue avec un jeu qui, lui, j'en avais parlé sur la chaîne, c'est le jeu Dinosaur Island Roar and Write. Alors, lors de mon dernier throwback, j'ai parlé de ce jeu-là, qui était dans ma collection depuis plus d'1 an, alors que j'y avais pas joué encore. À chaque fois, je le prenais dans mes mains, je me disais, ah, je vais y jouer, ah, une autre occasion, ça donnait pas. Mais là, le mois dernier, je me suis dit, là, c'est le temps, et je suis très heureux de l'avoir fait. Donc, c'est un roll and write un peu plus étoffé que les petits jeux qu'on est habitué. Donc, c'est certain, c'est pas le plus complexe non plus, mais on va devoir se faire un parc à dinosaures. Et l'intérêt du jeu vient autour du draft de dés qu'on va avoir. Il va y avoir des gros dés qui vont être placés. Donc, du beau matériel. Ça, là, rien à redire contre ça. Et les dés, on va se servir justement pour pouvoir les drafter et faire certaines actions en plus de recevoir de l'ADN qui va nous servir à produire des dinosaures. J'ai joué en solo. J'ai vraiment aimé ça. Maintenant, je me demande pourquoi je n'avais pas joué. Donc, merci à vous, les auditeurs, qui m'ont fortement suggéré de donner une chance à Dinosaur Island Roar and Write. Je pense que c'est vraiment, écoute, c'est un de mes roll and write favoris de ces temps-ci. Je pense que je suis vraiment heureux et il va rester dans ma collection, c'est certain. Je continue avec un autre jeu qui a été une nouveauté, un autre jeu que je vais vous parler sur la chaîne. En fait, ce sera même pas moi qui va vous en parler. C'est le jeu Flashback Zombie Kids. Alors, Flashback Zombie Kids est un jeu désigné ici par un auteur d'ici. Alors, Marc-Antoine de la chaîne Etu-Game même a désigné ce jeu-là. C'est un jeu qui reprend l'univers de Zombie Kids, mais avec une espèce de jeu, c'est un jeu d'enquête. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que j'ai commencé à jouer, je me suis dit que ma fille serait probablement intéressée, et après ça, ma fille a pris le dessus. Elle a dit non, c'est correct, papa, je vais le faire toute seule. Et après ça, elle a fait le deuxième scénario. Et après ça, elle a choisi de faire toute seule le troisième scénario. Et après ça, elle a ouvert justement le livret de règles pour débarrer les nouveaux mystères à découvrir. Alors, c'est un jeu d'enquête, donc c'est certain que dans la boîte de base, il y a 3 scénarios principaux. Ensuite de ça, après avoir fait les 3, on débloque une espèce de petit mode mystère pour découvrir différentes choses. C'est vraiment un jeu avec beaucoup de potentiel. Un jeu vraiment
idéal pour les jeunes. C'est un jeu qu'ils peuvent jouer tout seul. L'enquête est le fun et ce que j'aime, le concept de l'enquête, c'est que on va tourner des cartes et on va devoir essayer de trouver on va avoir certaines questions qui vont se poser avec tout le panorama qu'on va faire. Mais la twist, ce qui rend le jeu vraiment super, c'est que chacun des panoramas va souvent correspondre avec un point de vue. Donc, exemple, on a un personnage ici qui voit comme ça. Donc, on a une certaine carte, mais si je vois un petit personnage en haut qui regarde en bas, il va avoir un numéro de carte. Je vais aller chercher la carte, je vais la révéler, et là, je vais regarder, et là, je vais voir le point de vue. Donc, son point de vue, il va me voir avec mon numéro. Donc, c'est une espèce on doit reconfigurer ça, la chose dans une espèce d'environnement comme pratiquement 3D dans notre tête. C'est vraiment, vraiment un super concept, un jeu qui a le potentiel d'avoir beaucoup plus de matériel qui va sortir. Le jeu a été nominé à l'As d'or avec raison. C'est vraiment, vraiment un super bon jeu. Ma fille a vraiment aimé ça et elle veut absolument vous le présenter sur la chaîne. Donc, ça va être à venir ce mois-ci aussi. Et là, je vais continuer avec des petits jeux que j'ai rejoués, hein, parce que oui, hein, tout n'est pas juste des résolutions et des nouveaux jeux. J'ai eu le plaisir de rejouer au jeu Campaign Trail. Campaign Trail est un jeu que j'avais joué une fois en convention ludique. On avait fait une partie à 6 joueurs. J'étais d'ailleurs avec JP qui était mon partner et c'est un jeu à saveur politique, mais en fait c'est du contrôle de territoire. Les différents partis politiques vont être représentés par justement les équipes et on va devoir tenter d'avoir justement les faveurs en ayant différents électeurs dans les différents États américains. Et fidèle à la politique américaine, chacun des États a une valeur, un nombre de sièges différents. Donc exemple le Texas qui est vraiment une grosse galette, tandis que le Delaware est tout petit. Et lorsqu'on prend le contrôle, on les place à la suite de notre ligne et le joueur avec la ligne, donc les États alignés qui a le plus, à la fin de la partie va gagner. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est un jeu plein de revirements parce que la partie que j'avais faite au Delirium avait été absolument exceptionnelle. Une de mes expériences ludiques favorites de tous les temps. Non pas parce que le jeu était le meilleur, non, parce que oui, c'est un bon jeu, mais c'est pas le meilleur de tous les temps, mais c'est l'ambiance qu'il y avait autour de la table, les revirements de situation. Et j'avais peur un peu parce que quand j'ai reçu ma copie Kickstarter, je me suis dit, et si je réussis pas à recapturer le feeling initial du jeu? Parce que oui, certain, cette partie-là était épique, mais qu'est-ce qui va en être avec le jeu? Et j'ai rejoué une partie, cette fois-là, 5 joueurs. Donc, il y avait 2 équipes de 2 et moi, étant donné que j'avais déjà joué, j'étais seul dans mon équipe et j'ai vraiment aimé. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux malgré tout. C'est un jeu qui est relativement simple, même si c'est imposant. Visuellement, à notre tour, on va simplement faire une action sur la carte. Et c'est un jeu qui s'abondit à gauche et à droite. Mais une autre chose que j'aime, c'est que la partie a duré 2 heures. 2 heures pour un jeu à 5 joueurs. Et même si on joue à 6, 7 ou 8, parce que oui, la version avec l'extension permet de jouer jusqu'à 8, je pense que le jeu va toujours avoir une durée relativement raisonnable si les joueurs prennent pas trop d'AP. Donc certains que c'est un jeu il faut y aller un peu sur le fly des fois, mais c'est vraiment un bon jeu. Vraiment, j'aime ça. J'ai hâte de rejouer. J'ai hâte de voir aussi s'il y a 2 ou 3 joueurs, le jeu a autant de cachets. Donc, c'est certain que c'est plus le fun à grand groupe, mais ça a été une très belle expérience pour moi. Et le dernier jeu que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le jeu Car Wars, la 6e édition. Si vous me demandez c'est quoi la différence avec les autres, aucune idée. Car Wars existe depuis les années 80, mais j'ai découvert ça cette année avec la nouvelle version qui est, à mon avis, l'accomplissement des règles streamlinées. Parce qu'avant, c'était un jeu très niché, c'était très isolé dans son coin, mais là, ils ont sorti ça de grand public. Et j'aime vraiment ce jeu-là. Alors, c'est un jeu qui reprend le concept des Wargames. Donc, on est deux équipes, si on veut, de 2 joueurs qui vont s'affronter. Mais là, c'est avec des voitures et on va pouvoir tuner nos voitures équipées. Et là, c'est ce que j'aime de ce jeu-là. On peut construire, si on veut, les armes qu'on va avoir sur notre véhicule. Oui, le jeu vient avec des belles miniatures. D'ailleurs, mon ami Joe en a peinturé quelques-unes. Mais ce que j'aime, c'est que oui, le jeu vient avec des préconstruits, si on veut, mais on peut choisir de customiser nos voitures et c'est tellement le fun de choisir, OK, je vais mettre des roquettes sur le côté, je vais placer un fusil comme ça, et ça reste un jeu de brassage de dés. Et que j'aime ce jeu-là. D'ailleurs, un autre jeu que je vais vous présenter sur la chaîne, donc je fais un petit peu ma liste d'épicerie en vous parlant, là, mais j'ai vraiment hâte de vous parler de Car Wars, qui, malgré je pense que son concept avec les wargames qui est pas nécessairement accessible à tout le monde, celui-là est tellement bien fait. Ça s'adresse pas à tout le monde. C'est un petit peu complexe les premières parties, mais j'ai tellement aimé ça. Et même que j'ai joué à 3 joueurs, et là j'avais peur un peu parce que souvent je me dis, ce genre de jeu-là, c'est comme un meilleur en duel. À 3 joueurs, c'était chaotique, c'était vraiment amusant. Donc Car Wars, un autre jeu que je veux vous parler sur la chaîne, un jeu qui m'a vraiment fait triper.
Donc, ça fait déjà le tour de ma vidéo. Et là, je vous parle de plein de jeux, je vous parle de ma résolution ludique, etc. Mais je veux savoir, quelle est votre résolution ludique? Y a-t-il des jeux que vous avez joués qui sont intéressants ce mois-ci? Parlez-moi-en, j'aime vraiment ça quand c'est animé. J'aime ça, il y a des gens qui viennent mois après mois, qui vont commenter, parler un peu des différents jeux. Et je trouve vraiment ça super. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Je le sais, c'est juste un petit clic, on le dit souvent, mais ça vaut vraiment tout l'or du monde de pouvoir voir ça. D'ailleurs, si vous avez envie de nous encourager, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo. Il y a le lien vers notre campagne Patreon. Et d'ailleurs, je tiens à remercier plusieurs d'entre eux, des gens qui nous supportent mois après mois. Un gros merci. Et je vais en profiter pour également remercier nos partenaires aussi avec ça. Je trouve ça vraiment super. Des partenaires comme Asmodée, comme Hilo, Randolph. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Merci également à Goblivion Games, mon ami Jean-François Gauthier, qui nous supporte aussi, qui a fait sa campagne Kickstarter au mois de décembre pour son prochain jeu, Goblivion. J'ai d'ailleurs très hâte que ça arrive dans les mains des backers. Bon, certain, le processus est encore très frais, mais ça reste que j'ai hâte que les gens puissent découvrir cet excellent jeu. Je tiens aussi à remercier Dominique Jaudoin, Jessica Hébert-Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Marc Boudreau, Marie Jolivet, également Miguel Piette. Donc, un gros merci. Mais merci aussi à Claudia Gomez, à Cyril Souchu, David Castonguay, François Tétrault, Marc Thibault, Mathieu Marcarian, Olivier Dubé et Serge Darvaux. C'est vraiment un gros merci de la part de l'équipe de l'École du jeu. Donc, ça fait le tour de ma vidéo. On se prépare pour un autre beau mois en plusieurs vidéos en perspective. Je vais d'ailleurs continuer mes tops de 2022 parce que je n'ai pas terminé. Il me reste encore mes jeux favoris et les jeux grand public. Donc, des petites vidéos que je vais étendre au courant du mois, mais j'ai très hâte de vous les partager. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!